Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Nous allons... Jean-Luc Mélenchon, bonjour d'abord. Bonjour. Nous allons dans un instant parler du TAFTA, Oui. le traité transatlantique. Mais j'ai une toute petite question à vous poser tout de suite, parce que chaque fois que je vous vois, vous arrivez avec, sur votre col de chemise ou de veste, vous arrivez avec ce petit triangle rouge. Pourquoi portez-vous ce petit triangle rouge? Alors je l'ai mis, j'ai commencé à le mettre parce que ce sont les ouvriers de la CGT belge qui me l'ont offert, qui me voyaient très affecté par un dessin qui était paru dans l'Express où l'on m'avait mis sur le même plan que Madame Le Pen. Et à l'époque, j'étais un peu plus jeune, donc ça m'avait beaucoup marqué. J'avais été très humilié par cette comparaison. Et il m'avait dit, laisse tomber, t'as qu'à leur montrer d'où on vient. Le triangle rouge, c'est le symbole des déportés socialistes, communistes, syndicalistes. Dans les camps nazis. Des camps nazis. Et quelque temps après, j'ai appris le complément de l'histoire. C'est-à-dire qu'à la première manifestation du 1er mai, en France, les ouvriers français s'étaient fabriqué un triangle en cuir rouge qui voulait dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Et voilà, depuis, je ne le quitte plus par Donc goût 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Ce que nous ne faisons ni vous ni moi, qui pourtant en sommes d'accord. Bien, Jean-Luc Mélenchon, voilà, parenthèse refermée. Mais vous avez raison, il paraît que beaucoup de gens se posent la question, je voudrais pas qu'on y donne des significations. Je suis assez curieux, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Et j'invite ceux qui pensent comme moi à en faire autant. Bon, à la fin du mois de septembre, à Bratislava, je demanderai au nom de la France l'arrêt des négociations sur le TAFTA. Et pour être clair, l'arrêt, ça veut dire la fin. Voilà ce qu'a déclaré ce matin chez nous, sur RMC et RMC Découverte, Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. Jean-Luc Mélenchon, vous vous réjouissez? Si c'est vrai, on va en parler. C'est ce qu'il a dit, hein. Oui. Vrai ou des pas, fois, je ne sais pas. oui. Ah bon? Dans une négociation, il y a une manière de... Moi, je vais vous en parler après. Mais d'abord, je commence par vous dire ce qui est. Oui. J'ai été le premier à lancer cette bataille. Qui a commencé en 1996 et en 2009 j'étais le seul dans mon programme européen à le mettre et en 2012 j'ai fait de nombreux discours sur le sujet. Si c'est vrai, c'est une grande victoire. Cependant, comme je suis candidat à la présidence de la République, je sais que si mon tour venait d'avoir à en connaître, je serais extrêmement prudent car je connais les Nord-Américains, leur habitude de rouler un peu tout le monde et surtout je sais que l'Europe se prépare à signer un traité équivalent avec le Canada qui a été négocié dans le plus grand secret qui s'appelle le CETA et j'ai été sur place discuter avec des dirigeants syndicalistes et politiques sur ce CETA. Le CETA pourrait être en quelque sorte, pardon pour ceux qui nous écoutent si ça devient un peu compliqué, une sorte de porte d'entrée, une espèce de cheval de Troie permettant en réalité d'établir dans le monde à peu près les règles que le TAFTA prétendait y apporter. D'autant que le Canada, qui est signataire de cet accord avec l'Europe, est également signataire d'accords de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, et que dans ce cas, la clause de la nation la plus favorisée s'appliquant, le danger... Alors le CETA doit être signé. Alors le CETA doit être signé avant la fin de l'année, ratifié ensuite par tous les pays Je ne le membres. ratifierai pas. Bon, si vous êtes élu président de la République, vous ne le ratifiez pas. Non. Quant au TAFTA, pour l'instant, c'est mort. Là, il est mort pour l'instant. Tant mieux, tant mieux. On va prendre ça. Mais comme nous ne sommes pas des perdants de l'année, nous tenons quand même compte du fait que ça arrange bien la campagne électorale nord-américaine. Est-ce que ça arrange bien la campagne future de François Hollande? Ah ben oui, ça le débarrasse d'une épine dans le pied, parce que dans tous mes discours, je disais, en 2017, vous allez élire un président de la République, il va devoir négocier le nouveau traité européen qui est en train de se préparer, et le TAFTA. Et comme lui était... Vous disiez cela, le Front National disait cela, vous étiez plusieurs quand même à vous opposer au TAFTA, au traité transatlantique. Oui, les Verts surtout. Les Verts aussi, évidemment. Les Verts, qui ont été peut-être les premiers, avec peut-être avec vous, non? Parce oui, parce qu'au début, M. Cohn-Bendit l'a voté. Vous savez, l'atavisme pro-américain fait qu'il y a des gens, ils votent n'importe quoi du moment que c'est avec les Américains. Moi, vous me connaissez, j'ai plutôt le défaut inverse. C'est-à-dire que j'y regarde à 10 fois avant de signer quoi que ce soit avec un Américain. Bien. Vos parrainages, où est-ce que vous en êtes? Alors bon... je vous sens inquiet. Oui, mais parce que moi je suis sérieux dans ce que je fais et méthodique.
Alors, on me dit 500 parrainages. Bien, déjà je proteste, parce que il y avait eu un rapport de Lionel Jospin qui proposait que 150 000 citoyens pouvaient parrainer un candidat à la présidence de la République. C'est quand même assez normal. Allez, je veux bien 300 000, je veux bien 400 000, mais 500 parrains pris dans les grands élus, c'est très compliqué. Pourquoi? Au début, c'est une idée du général. Les grands élus, les maires, il y a 36 000 communes. Oui, mais ça s'appelle grands élus. Les autres passages, non, mais après, ils sont des petits. tous grands, quelle que soit la taille de la bien commune. sûr. Bon. Oui, mais ça s'appelle comme ça. 500 maires vont bien signer pour vous, non? Voilà. Ah, c'est plus compliqué que ça. Je vais vous raconter. Ah ben, si vous voulez, je vous raconte la vie. Allez-y. Pourquoi on a inventé ce parrainage? Au début, c'est pas pour empêcher les gens d'être candidats, c'est pour qu'on y mette un peu de sérieux. Oui. Parce que le général de Gaulle avait assez mal vécu l'élection de 65, où il y avait un monsieur très sympathique, qui s'appelait monsieur Marcel Barbuste, un entrepreneur qui pleurait à la télé. Bon, c'était terrifiant, parce qu'on se demandait en quelle élection on était. Et puis ça s'est transformé en une machine à verrouiller. Donc, comment ça se passe? Non seulement ils n'ont pas mis 150 000 citoyens pouvez, monsieur Bourdin, mais écoutez-moi, c'est des malins. Ils ont dit, écoutez, comme on veut embêter le Front National, tiens, c'est toujours le Front National l'argument, eh bien maintenant, vous allez signer, et à mesure, on publiera. Alors vous imaginez, vous êtes le maire de la toute petite commune, il vous manque la subvention départementale ou régionale pour faire réparer le toit de l'église ou pour arranger la chaussée, et puis le président du conseil général, il est socialiste, et il dit, dis donc Marcel, c'est ta subvention, mais t'as qu'à aller la demander à Mélenchon, parce que puisque tu signes pour lui, moi je vais pas te la donner. Et voilà comment ça se passe. Et il y a une pression terrible. Et les socialistes ont une pression, parce que c'est la dernière chose qui leur reste au PS pour se débarrasser de moi. Hein, c'est dire, il aura pas ces 500 signatures. Eh ben, je compte sur les signatures de tout le monde, bien sûr, de ceux qui n'ont pas d'étiquette. Je leur dis pas, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mesdames. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire, vous permettez à la démocratie d'exister. Mais je vais prendre les signatures des sans-étiquette, les signatures des élus de droite, des communistes qui veulent, il y en a déjà 30 qui m'ont donné leur parrainage. Bon, je prendrai toutes les signatures. Et comme vous me voyez là, je m'en vais dans 10 jours voir monsieur Barouin, qui est le président de l'Union des maires, pour lui dire, écoutez, il est en votre pouvoir d'empêcher que se fasse cette chose incroyable, que quelqu'un qui a recueilli 4 millions de voix la dernière fois, soit là en train de courir misère pour avoir le droit de se présenter. Parce que figurez-vous, le fait que je les ai pas, mes 500 signatures, à cette heure-ci, ça veut dire que le banquier me donne pas d'argent pour faire ma campagne. Vous comprenez? Donc on est là... C'est-à-dire que vous pourriez ne pas vous présenter, ne pas pouvoir vous présenter. Si je n'ai pas les 500 signatures, je ne pourrais pas me présenter. Par conséquent, les gens seraient obligés, s'ils veulent par exemple la 6ème République, de voter Montebourg, quoi. Mais non, Montebourg lui-même, d'abord, il faut il veut la 6ème République, Montebourg, comme vous. Mais c'est très bien. Et vous êtes sur le même terrain, là. Je suis très content de ça. Il y a une différence que tout de même je me permets de noter, monsieur Bourdin, parce qu'elle peut éclairer le débat. C'est que monsieur Montebourg a dit qu'il était pour passer à la 6ème République. D'abord, il a dit que non, puis que oui. Et qu'il va faire une proposition dès juillet 2017 et qu'il faudra voter par référendum. Parfait. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je pense que c'est une assemblée constituante qui doit écrire la nouvelle constitution. C'est le peuple qui doit le faire. Monsieur Bourdin, pour tous ces gens, le peuple est un problème. Pour moi, c'est une solution. Et ça fait une différence. Mais on va finir sur les parrainages. Oui, très vite. C'est pas une plaisante. Ah ben, peut-être bien, mais c'est vous qui commencez. Je sais qu'après, vous allez répondre aux questions des auditeurs d'RMC, 9h, 9h30. Hein. Oui, c'est coriace. Bon. Oui, bien sûr. Il y a quand même une bonne nouvelle dans les parrainages, c'est le double des départements dont j'ai besoin. C'est-à-dire que j'en ai 72 déjà. Et combien de parrainages aujourd'hui même? 200, peut-être 201. J'ai pas vu les courriers ce matin, mais samedi on a fait les comptes assez tard dans la nuit. Et on était à 200. Bon, c'est bien, je vais pas dire. 200 sur 500. Les amis cherchent partout. Sonne à toutes les... Vous êtes le candidat d'un nouvel indépendantisme français. J'ai lu ça, hein. C'est ça. Je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est la bonne formule. Et ça fait l'objet d'un numéro entier de la Revue de la Défense nationale, dans lequel je me suis expliqué, ainsi que d'un numéro de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche stratégique internationale, et où j'explique ce qu'est ce nouvel indépendantisme. C'est-à-dire, les Français doivent revenir sur la scène du monde avec leurs propres habits, avec leurs propres principes, leurs propres propositions universalistes. Ils doivent sortir de l'OTAN, bâtir une nouvelle alliance mondiale. Ils doivent défendre le point de vue non belliciste, le point de vue pacifiste pour le monde, et arrêter cette folie de la politique mondiale organisée autour
ne d'une sommes pas en gendarmerie. guerre nulle part, contre personne, Jean-Luc Mélenchon, donc. Vous êtes mal renseigné, vous voulez dire Non, aujourd'hui nous sommes je en vous guerre pose dans la 4 pays. question. Ah Mais bon? c'est pour ça. Eh ben, Mais est-ce qu'il faut cesser, justement, d'être en guerre? Il Comment faut- cesser d'être en guerre? Oui. C'est bien beau, mais... Il faut repousser Oui. la guerre à l'extrême limite de ce qui est possible. Alors, On aurait qu'est-ce qu'il pu faut se faire? On passer. n'intervient plus en Syrie, on n'intervient plus en Irak, on n'intervient plus en Afrique, on n'intervient plus... On cherche d'autres solutions d'abord. Est-ce qu'on avait besoin d'intervenir comme on l'a fait en Libye? Quel est le résultat? Monsieur Bourdin, il suffit pas de se donner des airs, vous savez. Non, mais je dis pas pour vous. Non, mais je vous pose la beaucoup, question, moi. j'ai compris. Oui. Beaucoup de chefs de guerre autoproclamés se réjouissent. Et puis alors, les avions vont, viennent. Moi, je suis pour qu'on ait nos avions, bien sûr. Mais c'est pas sérieux. La guerre de Libye a provoqué plus de problèmes qu'elle en a réglé. Les interventions en Irak et en Syrie sont un leurre. Vous le savez aussi bien que moi. Personne ne se bat là-bas pour la religion. On se bat pour des passages d'oléoducs et pour des passages de gazoducs. Est-ce qu'ils vont passer plutôt là que là? Et deuxièmement, ce sont les plus grandes puissances du secteur qui s'entretuent par armée de mercenaires interposés. Daesh n'est pas un État islamique. C'est une armée de mercenaires payés tous les mois, autorisés à piller et à violer. Voilà. Et tout le monde le sait. Le journal Le Monde a publié un jour une interview que j'avais trouvée magnifique. L'ancien chef de sécurité de l'Arabie Saoudite disait: oh, la guerre, on peut l'arrêter en 24 heures, mais personne ne veut. Eh ben non, personne ne veut. Et là, vous voyez la guerre, comment elle roule? Maintenant, les Turcs sont entrés en Syrie. Vous trouvez ça normal? Donc là, la frontière, on peut passer. Et qu'est-ce qu'ils font en Syrie? Avec qui ils se battent? Personne n'en sait rien. Sauf qu'ils se battent contre les Kurdes, qui eux sont des démocrates. Vous voyez, la guerre est toujours la source d'abord d'un mensonge immense. C'est les journalistes qui disent ça, hein. Quand la guerre commence, la première victime, c'est la vérité. La propagande, c'est partout. Et puis deuxièmement, ça crée des problèmes toujours plus grands. La guerre est donc l'ultime voie. Et si on peut l'éviter absolument, eh bien, il faut le faire. Donc pour ça, il faut que l'ONU ait un plus grand rôle. Regardez bien, sur la Syrie, l'Irak, si vous voulez faire la guerre à Daesh, vraiment, il faut faire une coalition universelle. Il faut donc, puisque monsieur Hollande est passé sur ma position et qu'il a dit que les Russes étaient des partenaires et pas des ennemis, il faut donc faire une coalition avec les Russes. Mais vous savez comme moi que le jour où on fait la coalition générale, la guerre s'arrête. Parce que ça veut dire que tous ceux qui sont dedans n'ont plus intérêt à la guerre. Donc, vous voyez, monsieur Bourdin... C'est une immense manipulation. Ah ben c'est la Oui. vieille Si lutte. si je vous écoute, c'est une Pour immense des opinions manipulation. publiques, Pour oui. les opinions Mais sur le publiques. terrain, non. Pour nous, citoyens. je Oui, parle, oui, bien pour sûr, nous, citoyens. Mais évidemment. Bon, non, mais attendez, oui, concluons oui, au moins. concluons. La Alors, guerre concluez, qui se oui. livre là-bas est Oui. une guerre de gazoducs et d'oléoducs, et c'est la forme traditionnelle des batailles humaines pour s'approprier les richesses. C'est aussi vieux que l'amour de la guerre chez les êtres humains. Bon, la France est en guerre, c'est ce que dit le Premier ministre, contre l'État islamique, contre le terrorisme venu de l'État islamique. À propos de Manuel Valls, il était hier à Colomiers, vous avez vu, c'était une rentrée près de Toulouse. Décidément, Toulouse est le centre de la gauche. Voilà ce qu'il a dit à propos de Non, Marianne. c'est le centre du monde, souvent. Du monde. Maria, oui c'est vrai, oui, d'autres l'ont chanté. Marianne, le symbole de la République, a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. Vous reprendriez cette formule? Bon, l'amoureux de l'histoire et de l'histoire de l'art, Ben, c'est pour ça que je vous non, pose la je ne question. reprendrai pas, parce que il n'y a pas besoin d'être nu et en cheveux pour être Marianne. L'histoire de l'iconographie, c'est-à-dire les représentations en images de Marianne, sont bien connues dans notre pays. Maurice Agulon a fait un bouquin magnifique sur le sujet. Oui. Et bon, voilà. Alors, il parle d'un tableau, La liberté guidant le peuple. Eh bien, moi, je ne suis pas un enthousiaste de ce tableau, parce que je le trouve assez sournois. Hein. Ah bon? Oui, je trouve que le peuple est représenté d'une drôle de manière. Vous avez un type au premier plan, il est nu, on voit ses poils pubiens. Je dis, qu'est-ce qu'il était en train de faire sur cette barricade pour se trouver dans cet état-là? Et le seul qui est bien dans le tableau, c'est pas le gosse qui a 2 revolvers, parce qu'à l'époque, Victor Hugo n'a pas écrit Gavroche. Hein, c'est donc un enfant dénaturé avec une femme nue, un type à poil devant, et derrière le bourgeois avec son beau chapeau qui lui est bien en ordre. Vous voyez, monsieur Bourdin, si l'on aime les images, il a le droit d'utiliser cette image, je ne le lui refuse pas, mais il faut les connaître bien, il faut avoir le goût de connaître. Et puis après, je m'en voudrais que l'on enseigne cette idée que l'on est libre parce qu'on est nu.
libre de quoi? Le corps est libre dans cette hypothèse, mais est-on libre de sa décision, que l'on soit nu ou grillagé? C'est une autre question. Oui. Ensuite, M. Valls comme M. Hollande sont des hypocrites. L'un et l'autre ont privatisé une plage pour le roi d'Arabie Saoudite, ils ont oublié de lui dire qu'il fallait pas y aller en burkini. De la même manière, la conseillère du président de la République est allée voir le pape avec un petit grillage devant la figure. On appelle ça une mantille, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il nous explique pourquoi il fait ça. Et pourquoi aussi bien M. Sarkozy que M. Hollande ont accepté, tous les deux qui font des proclamations sur la séparation de la religion et de la politique, d'être chanoines de Latran, c'est-à-dire curé d'honneur de la paroisse du pape. Eh bien, je vous dis que si je suis président de la République, premièrement, vous ne serez pas chanoine. Je ne serai pas chanoine. Deuxièmement, aucun établissement religieux ne sera subventionné. Troisièmement, j'interdirai aux préfets et aux ministres de participer à des cérémonies religieuses, quelles qu'elles soient, d'accord, et que je ne serai pas chanoine, comme je viens de vous le dire. Alors, vous avez comparé les musulmans aux protestants et aux juifs persécutés. Franchement, est-ce sérieux? Je vous pose la question parce que... Je comprends. Oui. Oui, j'ai vu qu'il y avait... On vous accuse maintenant d'islamo-gauchiste, enfin bon, tout ce que... C'est marrant parce qu'avant j'étais un laïcard anti-bon Dieu et maintenant me voilà repeint Non, tout ça n'est pas sérieux. Non. Alors, est-ce que les musulmans sont persécutés comme l'ont été les protestants et les juifs? Non, j'ai vu ce procès, j'ai même vu que M. Kuckerman, qui n'a jamais été en retard d'une bêtise, a dit que ma manière de parler niait la Shoah. Enfin, du calme, quoi. Prenons un peu de hauteur. Et pour nous, Français, prendre de la hauteur, c'est méditer notre histoire nationale. Hein. Bon, je le dis d'autant plus facilement que mes ancêtres ne s'y trouvaient pas, mais nous s'approprier l'histoire nationale, c'est aussi ça être français. Bon, les guerres de religion, nous en avons eu pendant 3 siècles. Les Juifs ont été d'abord persécutés d'une manière abominable, notamment sous le prétendu Saint-Louis, qui avait inventé le port de la Rouelle, qui a mis les livres au feu. On a expulsé les Juifs je ne sais combien de fois de France. Ensuite, c'était les protestants. Alors là, c'était beaucoup plus compliqué, puisque toutes les familles féodales avaient qui un protestant, qui un catholique, qui se détestaient mutuellement et se faisaient une guerre sans fin. À la fin, on a terminé par des méthodes de brute. Louis XIV a mis les soldats. C'est bizarre. Mais vous connaissez ça, vous en venez de là-bas. Par cœur. Voilà. Donc, nous savons, nous Français, que c'est vite fait d'allumer une guerre de religion. Et ça commence par le fait qu'on stigmatise l'autre et on dit sa manière de faire ne me convient pas. D'accord? Et puis après, ça ne s'arrête plus. Donc, je n'ai jamais dit, fort heureusement, que les musulmans seraient traités comme l'ont été les catholiques, ont été les protestants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les musulmans sont persécutés? Mais il faut faire attention à ne pas mettre le doigt dans cet engrenage. Ça ne veut pas dire approuver tel ou tel comportement. Je vais vous dire, je fais partie au fond du mouvement des gens qui ne veulent pas de guerre de religion. À titre personnel, je désapprouve comme homme, comme philosophe, toutes sortes de comportements à caractère religieux. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour que on prenne des décisions qui ne font qu'envenimer les choses alors qu'elles sont illégales. Les arrêtés anti-dit Burkini, outre qu'ils favorisent n'importe quelle provocation, écoutez-moi, il suffit d'aller sur une plage avec une tenue de plongeur, vous êtes sûr d'avoir la presse étrangère qui vient voir les réactions autour de vous. Donc ça favorise n'importe quelle provocation. Et ça correspond à une pratique tellement minoritaire qu'on n'est pratiquement pas arrivé à en filmer une sur une plage depuis le début. Alors moi j'ai une question. Le Canada autorise le port du voile dans la gendarmerie. En Écosse, les policiers femmes peuvent porter le voile. Est-ce que si vous êtes élu président de la République, vous autoriseriez? En aucun cas. Jamais. En aucun cas, jamais. Non, parce que la France, là vous me citez les autres pays, c'est très bien, nous sommes très intéressés. De l'Écosse, qui est en Europe, je vous parle du Canada. Il y a toutes sortes de choses. Oui, bien sûr. Regardez, la peine de mort est pratiquée aux États-Unis et dans certains États. Écosse, hein. Mais on a dit qu'on citait les étrangers pour prendre des modèles. Donc la peine de mort. Et puis vous avez certains États des États-Unis où la sodomie est punie au tribunal. Vous voyez, il y a toutes sortes de coutumes charmantes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et en particulier, nous les Français, nous apportons un message universaliste. C'est comme la pénicilline, la laïcité, hein, ça marche partout. C'est pas que pour nous. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait le moindre signe de prosélytisme religieux dans toutes les administrations et l'exercice de l'autorité de l'État. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de crucifix dans les salles de tribunaux, ni dans les gendarmeries, ni parce que la loi n'est pas rendue au nom de Dieu, mais au nom du peuple français. C'est comme ça que ça se passe. Et le peuple français, il n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire avec Dieu. Et quand je dis le peuple français, pas d'accord avec ce qu'il faut faire avec Dieu, je vais profiter de mon passage chez vous pour dire une chose. En France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou d'athées, ou de gens qui pratiquent la religion d'une manière personnelle, dans le secret de leur cœur, qui savent que dans toutes les religions, on recommande de ne pas faire le tartuffe, le bigot ostentatoire. Et tous ces gens demandent qu'on les respecte.
C'est notre tour de demander à être respecté. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. D'accord ? Faites ça chez vous, faites-vous dans votre cœur, dans votre pratique, montrez que vous êtes bon, montrez que vous obéissez aux principes de vos religions et laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre vie. Voilà, il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion. Mais c'est ce qu'on a fait ce matin, au lieu de parler du lait, de la rentrée scolaire, on va le faire à la radio. Vous avez une demi-heure, au moins une demi-heure, oui, mais avec c'est les auditeurs. Pour la radio, ça. Mais à tout de suite, 8h56. Jean-Luc Mélenchon qui est là avec vous pour répondre à toutes vos questions. Il est votre invité. J'ai beaucoup de questions déjà par mail. Je vais commencer. Ensuite, nous allons prendre Julien, puis Thibault. Jean-Luc Mélenchon, j'ai une première question. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone d'Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis? Non, parce que vous pourriez le transmettre à Stéphane Le Foll qui ne l'a pas, lui. Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi le ministre n'a pas ce téléphone, mais d'une façon générale, c'est surtout le numéro de téléphone de la FNSEA que les paysans feraient bien de se procurer, parce que c'est bien la FNSEA qui a si mal mené ses affaires qu'elle a permis que le lait devienne une marchandise comme une autre et que les quotas soient levés. Et ben voilà les gens, vous êtes servis. Le libéralisme, vous aimez ça, la concurrence libre et non faussée, vous êtes servis. Par conséquent, il y a une hypocrisie d'un certain nombre de dirigeants qui dénoncent les conséquences qui étaient absolument prévisibles de leur manière de travailler. Si vous transformez, l'humanité a passé son temps à essayer de casser les cycles de la nature pour se protéger, protéger sa nourriture. Et là, pour la première fois dans l'histoire, on invente que ça sert à rien les stocks, qu'on ne régule pas la production et que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Donc une année, ça va bien, tout le monde fait du lait. Résultat, le cours s'effondre, tout le monde est mort. Et l'année d'après, eh ben, vous retrouvez plus les mêmes pour faire le travail. Et c'est ce qui s'est produit avec les cours du porc, ça a été absolument lamentable. Et puis là, ça va s'aggraver, les gens, j'en profite pour vous le dire. Parce que comme vous avez trouvé que c'était une bonne idée de faire des fermes des 1000 vaches, parce que c'est moderne, et parce que blablabla, et que surtout les Allemands le font, alors si les Allemands le font, il n'y a plus qu'à imiter, eh bien quand vous avez des fermes des 1000 vaches, le lait est pratiquement un sous-produit. C'est pas le produit essentiel, n'est-ce pas? Alors, vous avez de plus en plus de lait qui coûte de moins en moins cher, il est de moins en moins bon, parce que pour que ces malheureuses bêtes qui sont martyrisées puissent produire ces quantités de lait, il faut leur faire subir une vie abominable et les remplir d'antibiotiques et tout ça. Voilà, tout ça se tient, Monsieur Bourdin. C'est pas juste l'affaire aujourd'hui. Ah, oui. Les pauvres paysans, les cours se sont effondrés. Mais les paysans, ils sont malheureux depuis des années. Il en meurt un par jour par suicide. Un par jour. Et nous, de quoi on parle? Le Burkini. Voilà ce qui nous intéresse. C'est une honte de traiter les gens en ne faisant jamais appel à leur intelligence. Donc, moi, je vous dis, je veux qu'on rétablisse des quotas laitiers. Je veux qu'on rétablisse une agriculture paysanne. Et pour la faire fonctionner, parce qu'il suffit pas de dire qu'on veut, il nous faut 400 000 personnes. Et aujourd'hui, vous avez de plus pour faire les paysans. Et vous avez plein de jeunes qui vont aujourd'hui faire le BEPC agricole et compagnie. Il y en a plein. Les jeunes qui ont envie de faire, il y en a plein. Mais on ne leur donnera pas cette possibilité. Alors, Jean-Luc Mélenchon, ça nous conduit à l'emploi. Le MEDEF, université d'été, j'ai vu que le président du MEDEF proposait maintenant, il estime que si l'on prenait les mesures nécessaires à ses yeux, on pourrait créer 2 millions, non plus 1 million, mais 2 millions d'emplois. Oui. Est-ce que vous allez vous êtes invité à l'université d'été du MEDEF? Non, c'est dommage parce que j'aurais tellement de choses à leur apprendre. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous aux chefs d'entreprise? Je vais leur apprendre. J'ai choisi le verbe. Hein. Oui, bon. Parce que apprendre. Mais parce que eux, chaque fois qu'ils viennent avec la plus gros organe du MEDEF, c'est la glande lacrymale. C'est pour pleurer. Hein. Donc ils sont là et ils réclament toujours moins de cotisations sociales, moins d'impôts, moins de charges. Oui, des charges. Ça s'appelle des cotisations, cher monsieur. Oui. Écoutez les gens à la fin. Essayez de faire une économie où on ne soigne pas les gens, où on ne les éduque pas, où on ne crée pas des routes. Tout ça, faut bien le payer. Ce sont les obligations collectives que nous avons. Vous pouvez avoir l'entreprise la plus performante du monde, ce qui n'est pas le cas souvent, avec des process de production incroyables. Mais s'il n'y a pas de route pour y aller, et si le premier qui est malade n'est pas soigné, rend tous les autres malades, rien ne fonctionnera. La compétitivité, avec lequel tant de gens se gargarisent, c'est en tout. Et essayer de faire une économie dans laquelle il n'y a que les grandes entreprises et pas les petites et les très petites. C'est ce que fait le MEDEF. Le MEDEF n'est pas représentatif. Vous m'entendez? Je le répète à cette radio. C'est drôle, chaque fois qu'on parle de ce thème, il n'y a jamais de reprise. Le MEDEF n'est pas une organisation représentative du patronat. Parce que quand on vote, quand les patrons votent, ils ne donnent pas leur voix majoritairement au MEDEF. Et en particulier, il y a un secteur de la production, les petits producteurs
producteurs et l'économie sociale et solidaire, qui a fait 19% des suffrages patronaux l'année où elle s'est présentée aux élections, qui ne sont jamais représentés, qui ne peuvent pas signer des accords. Le MEDEF est une organisation d'usurpateurs. D'accord, de la parole patronale. Le problème des patrons aujourd'hui, des petits patrons, aujourd'hui, tous, leur problème numéro 1, il est social pour eux-mêmes. C'est que le RSI est une infamie qui ne fonctionne pas. Et donc, leur sécurité sociale ne vaut pas un clou. Voilà les sujets dont il faut s'occuper. Les petits patrons ont besoin que les carnets de commandes soient remplis, pas que l'argent puisse circuler. Eh ben, pour remplir les carnets de commandes, comment vous faites dans un pays où ces gens passent plus de temps à se distribuer les dividendes qu'à investir? Qui le fait d'habitude? L'État. C'est l'État et les collectivités, parce que tous ces gens ne distribuent pas l'argent qu'ils accumulent. Bon, allez, on passe à la suite du sujet, alors, parce que je vois que je parle trop longuement. Mais pas du tout. J'ai deux autres questions. Alors là, je vais vous demander des réponses courtes, ensuite je passe aux auditeurs. Courtes, si on Julien peut, Thibault. moi je suis pas un génie. Courtes, mais évidemment. Comment Jean-Luc Mélenchon veut-il sortir des traités de l'Union européenne sans sortir de l'Union européenne juridiquement impossible, nous dit cet auditeur. Eh ben oui, c'est la bonne question. Parce que ça nous évite d'avoir des discussions complètement abstraites, alors où on fétichise tantôt l'euro, tantôt les traités. Les gens, la politique, ça bouge. C'est un rapport de force, c'est un rapport de puissance et de conviction. La France, c'est 18% du total de l'économie européenne. C'est la deuxième économie. La première, c'est l'économie allemande. Pour l'instant, ce cas, je vous l'annonce, ça ne durera pas du fait du vieillissement et de la fragilité du secteur bancaire et industriel allemand. Bon, pour l'instant, c'est eux. Bon, alors, que faire? Nous, les Français, ça ne nous convient pas, les traités comme ils sont là. Parce qu'ils nous paralysent, ils nous étouffent, ils nous détruisent. Donc on les dénonce, référendum. Mais on va voir. D'abord, voilà comment je propose qu'on fasse. Parce que j'y ai réfléchi dans le détail, alors j'en avais marre des discussions abstraites. D'abord, on s'accorde, en tout cas si c'est moi qui suis élu, la majorité politique à l'Assemblée nationale, normalement, on devrait suivre. Et je veux dire, être de la même couleur. Donc, on commence par dire, ces traités ne nous conviennent pas. Pour autant, nous ne sommes pas anti-européens, nous sommes des internationalistes. Donc, on va voir les autres, et en particulier les Allemands, et on leur dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Tel et tel et tel point, je n'en fais pas la liste pour pas vous saouler, ne sont plus acceptables. Donc, nous pensons qu'il faut changer tout ça. Si les Allemands disent, on veut rien changer, eh ben écoutez, si on veut rien changer, on fait plus équipe. Mais je pense que nous avons les moyens de dire, on va changer. Parce que nous avons le doigt sur des boutons déflagrateurs, vous savez. Si les Français sortaient de l'Union européenne, vous connaissez le résultat, Monsieur Bourdin, vous voulez que je vous le dise? Il n'y a plus d'Union européenne, tout simplement. Donc, je pense que tout le monde viendrait à discuter. Mais pour que la discussion soit sur une bonne base, notamment avec Monsieur Schauble, il faut qu'il sache que si jamais il se risquait à avoir l'insolence de dire non aux Français, ce qui est absolument impossible, eh bien, on s'en irait. Et c'est lui qui aurait sur les bras le problème. Parce que le pays qui est en perte de vitesse, démographique, qui a un système bancaire complètement pourri, qui a une industrie qui est concentrée à 19% sur la voiture, c'est eux, c'est pas nous. Parce que nous produisons dans toute la gamme intermédiaire. Réfléchissez bien à ça, nous sommes forts les gens. Et si on le fait avec un peu de tact, on sait faire les choses, on va y arriver. Sinon, on s'en ira. Parce que je ne veux pas que la France meure, voilà, c'est tout. Alors justement, Daniel, qui est enseignant en Haute-Garonne, est avec vous sur le sujet. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour, Monsieur Bourdin et à tout le monde. Oui, alors, j'ai une question... et vous enseignez dans quelle branche? Et dans établissement général ou professionnel? Juste pour ma curiosité, excusez-moi. Alors, j'enseigne l'économie dans l'enseignement catholique. Bon. Voilà. Alors, justement, ma question est économique, vous en doutez. Alors, j'ai besoin quand même de poser 2-3 choses très rapidement avant de poser la question. En économie, vous êtes ce qu'on appelle keynésien. Je crois que vous êtes d'accord avec moi si je dis ça. Je sais que ça va être plus facile pour me ranger. En réalité, je suis follement mélenchonien. Bon, mais on va pas parce que Daniel, il va falloir définir pour les auditeurs ce qu'est alors voilà, keynésien. C'est pour ça. Vous, en fait, votre politique économique, c'est un peu l'inverse de la loi Macron, c'est-à-dire qu'au lieu de donner aux entreprises, vous donnez du pouvoir d'achat aux ménages de façon à ce qu'ils consomment plus, que les entreprises investissent plus, embauchent, et ça relance l'économie. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, grosso modo. Vous, c'est plutôt ça votre politique. Pas tout à fait, mais allez-y. Bon, mais ça, c'est ce qu'a fait François Mitterrand en 1981, si vous permettez. Et qu'est-ce qui s'est passé en 81? Il a donné du pouvoir d'achat aux Français, et les Français se sont rués sur les produits d'importation, à l'époque. Ce qui a creusé la balance commerciale, les déficits de la balance commerciale, les déficits budgétaires, la dette, et le résultat, c'est politique d'austérité, d'évaluation du franc. Alors, question, Daniel? Alors, la question, c'est, aujourd'hui que l'économie est encore plus mondialisée, que la France a perdu beaucoup de son industrie,
qu'on n'a plus le franc, on est dans l'euro, qu'on peut plus dévaluer notre monnaie, et que l'endettement de la France a explosé, si on applique de nouveau cette politique de relance par la demande, est-ce que ça va pas créer une véritable catastrophe? Donc, une politique keynésienne aujourd'hui, est-ce qu'au préalable, il ne faut pas justement sortir de l'Europe, de l'euro, rétablir des barrières protectionnistes et attendre évidemment que la France soit réindustrialisée pour que les Français utilisent leur surcroît de pouvoir d'achat pour consommer français et non pas des produits étrangers. Bon, Jean-Luc Mélenchon. J'entends bien votre raisonnement, la critique à sa cohérence et la réponse également. Mais l'une et l'autre me paraissent excessives et ne pas tenir compte, si vous le permettez. Comme un schéma abstrait, ça fonctionne ce que vous dites. Mais ça se passe pas comme ça. C'est toujours dans le mouvement que les choses se font. Alors d'abord, commençons par préciser. Vous avez raison de dire que si on se contente de relancer la consommation, comme on disait autrefois, on peut arriver à une absurdité. C'est-à-dire que on va consommer, bon, je laisse de côté les produits étrangers, la valeur de la monnaie, puisque nous avons l'euro, le problème ne se pose plus. En tout cas, il ne se pose pas de cette façon. Mais vous avez raison de dire que ça ne tient pas compte du deuxième élément que nous connaissons tous maintenant, c'est que si on continue comme ça, la planète va y rester et l'écosystème va être détruit si on continue à produire n'importe quoi, n'importe comment, sans tenir compte de rien. Donc on doit à la fois avoir du développement de l'activité et assumer l'activité, y compris celle qui n'est pas solvable par des gens, et deuxièmement, tenir compte du paramètre économique. Donc, moi, je ne dis pas seulement je vais proposer l'augmentation du pouvoir d'achat, je suis d'abord pour proposer d'approfondir, de massivement investir dans la production, et la production écologiquement responsable. C'est pourquoi je ne cesse de vous parler de l'économie de l'espace, de l'économie de la mer, et vous avez vu, regarde toujours ailleurs à chaque fois que j'en parle, ou du retour à l'agriculture paysanne. Écoutez-moi, sortir du nucléaire et passer à un schéma 100% renouvelable, 900 000 emplois. La construction d'une agriculture paysanne, 400 000 emplois de plus. L'économie de la mer, 300 000 emplois de plus. Là, nous parlons de plus d'1,5 million, presque 2 millions d'emplois. Et contrairement à ce que disent certains, c'est difficile de trouver 2 millions de personnes qualifiées aujourd'hui correspondant à ces emplois. Donc c'est un énorme effort d'inventivité technique. Quand je vous dis, par exemple, si nous voulons faire, je vais prendre qu'un exemple, si nous arrêtons le nucléaire, on va pas l'arrêter en 24 heures, c'est absurde, il n'y aurait plus de lumière. Bon, donc on est obligé de sortir progressivement. Mais il faut faire vite, parce que sinon on va à la catastrophe. Eh bien, des champs d'éoliennes en mer, pas à terre. Moi je dis ça aux gens, hein, j'aime pas les éoliennes à terre. Vous n'aimez pas les éoliennes? Ah non, à terre. Hein, à terre, oui, mais par contre, quand on les met en mer et loin, ça, on a la technique pour le faire. Eh bien, on est capable. Vous savez que l'État ne fait pas le recensement des endroits et des quantités qu'on peut mettre. Mais les Allemands, ils le font en notre place parce qu'ils ont des boîtes qui posent ces éoliennes. Eh bien, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le dirigeant d'une entreprise d'éoliennes allemande, qui est un Français, Marine, et le gars m'a expliqué comment, en 2 ans, on arrive à monter l'équivalent de 2 à 3 réacteurs en émettant en mer. Mais ça veut dire des milliers d'emplois. Vous savez, les gens, les pales des éoliennes, on les monte pas en Chine pour les amener ensuite sur le bord de mer. Hein. Donc on installe l'usine au bord de la mer, elle s'y trouve déjà. Donc vous voyez, tout ça se tient. Monsieur, ma manière de relancer l'économie part de l'exigence écologique pour arriver au plein emploi. Tandis que tous les autres vous disent on va avoir les charges, et puis un jour peut-être que quelqu'un investira et embauchera des gens. Et tout ça est absurde. Et la dette n'est pas un dogme pour vous. Hein. Manuel Valls est favorable finalement à un assouplissement de ce fameux pacte de stabilité. Vous savez, les fameux 3%. Oui. Vous avez vu, il y a une évolution. Ah oui, c'est bien. Non, mais écoutez, ils ont fait le contraire pendant 5 ans. La campagne de 2012, moi je me tuais à dire, mais écoutez, c'est pas possible ce qu'il raconte. Alors non, mais Bourdin, écoutez quand même la réponse technique, s'il vous plaît. Allez-y. En 2012, il disait on va arriver à 3%. En 2013, j'ai dit c'est impossible, vous avez tué le pays en faisant un truc comme ça, c'est un remède de cheval. Et l'autre, non, Mélenchon, il y connaît rien en économie. Qu'est-ce qu'il n'y connaissait rien? C'est eux, il y a qu'à voir le résultat. Donc maintenant, il dit le dogme est absurde, fallait s'en rendre compte avant. Cet pas auditeur, au moment de s'en aller. Alors justement, là, ils ont commencé la tournée des adieux, ça leur coûte rien de raconter n'importe quoi. Donc il va bien falloir prendre le problème à bras-le-corps et commencer par dire aux gens qu'il y a dette et dette. Tout le monde a compris ça. Une dette dans un investissement pour poser 1 kilomètre de rail, c'est pas pareil qu'une dette pour payer des choses de la vie quotidienne. J'ai été élu local, tout le monde sait ça. Là, on fait les comptes de la commune, on est obligé de présenter des comptes en équilibre. Mais il y a la section d'investissement et la section de fonctionnement. Tout le monde sait ça. Alors, sauf eux. Mais alors, ils ne savaient pas. Justement, justement, j'ai un auditeur qui me dit, est-ce que vous allez nous trahir aussi à la Hollande?
Alors là, écoutez, les gens, faites confiance à personne, même pas à moi. Hein. Donc, préparez-vous à intervenir. Moi, je défends l'idée. Je vais vous dire franchement, ce que je propose à faire est pas possible s'il y a que moi qui suis élu. Voilà, c'est clair. Il faut m'élire et en plus s'en mêler derrière. C'est-à-dire, c'est ça que j'appelle la révolution citoyenne. Il faut entendre le mot citoyen. C'est-à-dire, vous devez prendre le pouvoir. Dans les administrations de l'État, dans les entreprises, l'inventivité est énorme. Arrêtez ces structures monarchiques, pyramidales, le grand chef qui commande en haut et tous les autres en bas qui sont le doigt sur la couture du pantalon. C'est plus, la modernité, c'est l'implication de tous dans le process de production, de décision. Donc c'est la raison pour laquelle je veux faire cette constitution, la 6e République. C'est déjà pour que vous commenciez, vous, peuple français, par vous redéfinir collectivement, et moi avec vous, en décidant quels sont nos droits respectifs, comment tout soit doit fonctionner. Bon, puis vous savez bien qu'il y a des urgences, faut arrêter le pantouflage, des gens qui circulent entre le public et le privé, il faut arrêter, il y a plein de les cumuls dans le temps, et je sais de quoi je parle, je suis un cumulard dans le temps. Il faut toutes ces choses que nous voulons changer contre le pouvoir par exemple de virer un élu ou même le président de la République. Bon, voilà, si je suis élu, il y aura la possibilité de virer le président de la République. Oui, en cours de route. Ça s'appelle le référendum révocatoire. Alors vous dites voilà, il faut 2 millions de signatures de citoyens. Alors, attention, on se cache pas. Oui. On met son nom, on met le numéro qu'on a de sa carte d'électeur, et quand il y en a 2 millions, on fait un référendum pour dire il reste ou il part. Et si les gens décident qu'il part, il part. Voilà. Enfin, il peut partir. On peut changer de président de la République tous les ans. Si on trouve 2 millions. Jean-Luc Mélenchon. Mais Monsieur Bourdin, oui. vous ravalez votre ironie parce que dans sa c'est pas l'ironie, c'est un sarcasme. Oui, mais dans une minute, vous allez vous mettre minable dans cette histoire parce que ça existe déjà. Oui, ça existe déjà chez les Grecs dans tous les cas. Oui, et puis dans 3 États des États-Unis d'Amérique qui sont pas un pays bolchevique. Et puis il y a aussi le Venezuela. Je sais que c'est pas une référence pour vous. Et bien d'autres pays comme ça. Oui, il n'y a pas de monarque en démocratie. Et le jour où vous trouvez 2 ou 3 millions de personnes pour dire nous voudrions savoir s'il doit rester, eh bien, ou bien c'est le peuple qui commande. Parce que quand les gens perdent le référendum une première fois, c'est-à-dire qu'ils ont demandé un référendum et que le chef d'État est maintenu, le chef d'État, il est plus fort. Il n'est pas forcément plus faible. Et ça n'empêche pas de gouverner le temps que le référendum ait lieu. Il faut que l'on en finisse avec la monarchie. Il faut que le peuple commande. Oui, Thibault, bonjour. 25 ans, bonjour, en Charente-Maritime, 26 ans. Bonjour Thibault. Allez-y Thibault. Alors, je voulais vous poser la question. Alors, quelles sont les premières mesures que vous allez prendre concernant le système éducatif français? J'ai des questions simples, ça. Bon, d'abord, on va commencer par dire... Oui, mais ce sont des questions essentielles. Mais c'est les questions les plus importantes. Et oui. Parce que c'est par l'éducation et l'élévation du niveau de compréhension de notre peuple que nous sommes devenus si forts, et c'est comme ça qu'on va continuer. Parce que plus les gens seront cultivés et instruits, moins ils s'abandonneront aux obscurantismes et aux comportements dogmatiques. Plus ils seront instruits et raffinés. C'est-à-dire, instruits, ça veut pas dire... Dans l'instruction, faut pas oublier la musique, la poésie. Non, c'est pas du temps perdu, c'est l'inverse, c'est ce qui nous rend plus humains. Et je trouve que l'éducation ne fait pas la place suffisante à tous ces aspects du développement de la personne humaine qui lui est confiée. Bon, mais vous savez que tout ça, d'abord on va commencer par dire une chose. On va finir avec les mensonges. C'est-à-dire que quand M. Sarkozy supprime 80 000 postes d'enseignants en sachant que la population scolaire va augmenter, on dit c'était une grosse bêtise. Mais après, quand on dit M. Hollande veut créer 60 000 postes, on apprend les mathématiques aux élèves. On ne leur dit pas, comme vient de le faire la ministre actuelle, eh bien, ça fait 20 000 postes de plus. Non, madame, même si vous tenez votre promesse, ça fait 20 000 postes de moins. Ça, c'est des mathématiques, calcul mental que tout le monde peut faire. De même, il faut arrêter d'appeler création de postes le fait qu'on transforme des malheureux contractuels en leur mettant un poste fixe. Alors on dit, on a créé un poste, oui, mais il était déjà là. C'est sa situation à lui qu'on a arrangé. J'en suis très content. Je l'ai fait quand j'étais ministre, par vague entière. Dans l'enseignement professionnel, il y en avait 20% là-dedans qui étaient pas titularisés. Ils étaient là depuis 10 ans. Bon, donc on va commencer à remettre d'équerre les choses. Et l'éducation nationale, alors premièrement, je dis, on va faire une épreuve de vérité. Je vais vous dire à vous autres, les Français, ça va coûter des sous de mettre à niveau. D'abord, il faut recruter les gens. Et pour y arriver, voilà ce que je compte faire. D'abord, je voudrais faire du pré-recrutement. Écoutez-moi bien, c'est un peu technique. Quand j'étais gamin, chez les familles les plus modestes où on avait un élément brillant, on l'envoyait à l'école normale du département parce qu'il était pré-recruté. Il avait un contrat, il avait passé l'examen, il était reçu, il allait faire instituteur pendant 10 ans et on le payait pendant ses études. Et voilà pourquoi les enfants du peuple devenaient les instructeurs et progressaient socialement. Aujourd'hui, pour pouvoir être instituteur, fort heureusement, il faut Bac+5.
Donc quel genre de famille est capable de payer les études de ses gosses jusqu'à bac+5? Ceux qui ont déjà quelque argent ou qui se coupent les veines. Eh bien moi je suis pour rétablir des pré-recrutements massifs. Deuxièmement, j'abrogerai la réforme du collège. Ça suffit. Vous soutenez cette grève qui est... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Qui est annoncé pour le 8. Mais ça n'arrange personne, la grève, hein, oui, des enseignants. 7 jours après le début de la rentrée. Je le sais bien. Après, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Personne n'écoute ce que disent ces gens qui ont raison tout à fait sur ce point. 40%, écoutez-moi bien, 40% des Français dorénavant doivent payer pour les activités périscolaires de leurs enfants qui ont lieu dans des horaires scolaires qui autrefois étaient pris en charge par l'école. C'est monstrueux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la gratuité est terriblement mise en cause cette année. Vous voyez, il y a des départements où il n'y a plus d'aide, vous savez, pour la cantine. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, ceux qui prennent ce genre de décision? Vous ne savez pas que les gosses, c'est la seule fois de la journée qu'ils mangent? Des fois, vous le savez pas? Ah non, vous regardez ailleurs, hein, parce que c'est plus simple pour vous. Vous faites des guignols devant les électeurs en disant il faut faire des économies, Faire des économies, c'est pas une ligne politique. Si vous voulez faire des économies, vendez tout. Hein, vendez l'école, vendez la santé, vendez même la télévision. La télévision publique. C'est pas une ligne de leur dire faire des économies. Qu'est-ce qu'ils veulent? À quoi ça sert tout ça? Je finis sur l'éducation. Alors après, vous le savez, une fois abrogé cette réforme du collège, une fois qu'on aura terminé avec ces mariolades sur les activités interdisciplinaires, hein, c'est-à-dire, moi je l'ai fait dans l'enseignement professionnel, mais c'est des gens sérieux, on leur a proposé un projet sérieux. Il y avait une finalité professionnelle, tandis que là, on va tuer le temps, on a appris à personne ce que c'est que l'interdisciplinaire, parce que figurez-vous que c'est difficile de faire de l'interdisciplinaire. Vous avez voulu une réponse détaillée, je terminerai en vous disant, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, il est tout à fait clair que si j'étais le président de la République, bien sûr que je pousserai de toutes mes forces à ce que cet enseignement devienne central dans l'éducation nationale, parce que c'est la voie la plus pédagogique d'excellence. C'est là que vous avez l'élite pédagogique du pays. Ils passent 3 mois à mettre des gosses en état que tous les autres ont démoli. Bon, et puis qui produit, c'est toute cette catégorie de travailleurs hautement qualifiés, bac professionnel, ceux qui vont passer à BTS, ceux qui vont passer aux licences professionnelles que j'ai créées. Bon, voilà. Donc les amis, moi j'ai besoin de plein de gens instruits, éduqués, avec un haut niveau de formation pour faire le projet politique qu'est le mien. Par conséquent, ça peut pas être la politique des cancres. Jean-Luc Mélenchon, j'ai à propos d'entreprises, de travailleurs indépendants, j'ai une question de Karine. Que comptez-vous faire du statut des auto-entrepreneurs si vous êtes élu président? Mes amis, comme vous êtes fait avoir. J'étais là quand on a voté ça au Parlement. Oui. Mais bien, ils se sont fait avoir. C'est auto-entrepreneur. Il y a un côté positif, si vous voulez. Hein, on va commencer par le positif. Les gens se disent, je suis maître de moi-même, je décide tout seul. Et puis, ça le fait plus quand vous êtes le samedi à au repas de famille de dire auto-entrepreneur, parce qu'il y en a plein autour de la table déjà que tout le monde est dans la galère, que de dire, je suis revenu travailleur à la tâche. Mais c'est travailleur à la tâche. C'est-à-dire que l'auto-entreprise est devenue un prétexte. Des fois, on oblige les gens, ça se dit pas, mais moi, je vais le dire, là. Vous vous faites embaucher quelque part, on vous donne du boulot, mais on vous dit à condition que vous soyez auto-entrepreneur, parce qu'ici, vous n'aurez pas un contrat de travail dans cette entreprise. Ça veut dire que le gars ou la fille se paye ses propres cotisations sociales, et il le met dans son prix, il le met pas au même niveau que les entreprises, il le met un cran plus bas. Donc c'est la pagaille partout. Lui, il est plus malheureux. Vous supprimez ce statut? Je pense attendez, supprimer, non, mais vous, parce que vous le contestez. On le remet à plat, mon cher monsieur. Vous le remettez à plat. Oui, et je dis la chose suivante. À qualification égale, cotisation égale. Partout, tout le temps, homme ou femme. Et on verra si ça va pas tout changer. Vous trouvez normal, vous, des gens qui sont sur une bicyclette toute la journée à faire des livraisons et qui doivent se payer leur cotisation sociale, qui sont payés avec un lance-pierre? Alors on trouve ça, on dit, il fait du sport. Mais où on va comme ça? Alors ramenez les pousse-pousse pendant que vous y êtes. Refaites les trous avec des pelles au lieu de les faire avec des machines. Tout ça est absurde. Le progrès de la science et des techniques doit soulager la peine humaine, pas l'aggraver. Eh bien, il faut remettre les choses d'aplomb. Alors, j'ai pas fini. Là, le RSI, pourquoi on n'en parle pas? Allez-y. Le RSI, c'est le système. Alors là, déjà, les grands patrons qui sont des bandits ont décidé qu'ils voulaient plus cotiser. Donc, les petits se débrouillent entre eux. Là, évidemment qu'ils peuvent pas se débrouiller. Ensuite, c'est d'une inefficacité crasse. Donc, si je suis président de la République, tous les travailleurs indépendants et libéraux pourront avoir accès au régime général de la sécurité sociale et on prendra les mesures pour ça. Je ne veux plus voir de femmes qui cachent. Le RSI. Bien, écoutez, ça marche pas ce truc. Demandez à n'importe qui. Oui. Bon, et mais je sais, nous avons des quantités d'appels sur le RSI. Alors, il faut bien en tenir compte, non? Oui. Alors, il faudrait que le MEDEF, au lieu de faire des grandes phrases, là, qui parlent jamais de la production, ni de ce qu'ils veulent développer dans ce pays, ferait bien de se demander ce qui se passe dans la vie quotidienne des petits patrons, puisqu'il paraît qu'ils parlent en leur nom. Ils parlent pas en leur nom.
Bien, j'ai un auditeur qui me dit, Jean-Pierre, qui s'appelle Jean-Pierre, qui me dit, mais moi je vis en Chine et les Chinois sont plus capitalistes que nous les Français. Alors Monsieur Mélenchon, quel modèle économique voulez-vous pour la France ? C'est vrai qu'ils sont plus capitalistes. Je sais pas. Je sais moi, que j'ai vous connu. êtes très proche de, enfin très proche. Vous avez Non, une certaine curiosité pour la Chine. Il J'ai choisi mon mot. Il sait plus comment le dire. Comment su ? Mais non, je sais comment le dire. je suis. C'est vrai, c'est vrai. Bon, si j'étais président de la République, il est clair Oui. que nos alliances internationales changeraient. Bah, oui, ça, je l'ai bien compris. Oui. Et qu'on ferait moins de naïveté, parce que nous, on a été faire là le Dalai Lama, tout ça, et puis après, pendant ce temps, les Allemands, ils prenaient les contrats, les machins, ils s'emmerdent pas avec ça. Bon, donc, faudra un peu se calmer. Donc on doit pas s'emmerder avec ça, quoi. Non, voilà. On fait pas la police dans le monde entier, les conseils à tout le monde, et la guerre avec tout le monde en soutenant des positions absurdes. Donc on travaille avec les gens sérieux, on n'est pas d'accord avec les Chinois sur un tas de choses, mais on travaille avec eux et on les respecte. Et chaque fois qu'on les reçoit, on commence pas par leur faire des choses aussi inacceptables que ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques et ainsi de suite. Voilà. C'est une question de respect, hein. Parce que les leçons de droits de l'homme faites par la France, ça fait marrer la terre entière. Vu que les premiers à pas les respecter, c'est les présidents français. Bon. Donc, ne prenons pas par ce bout-là. Moi, je ne suis pas pro-chinois. Je ne propose pas que le Parti communiste chinois soit un modèle pour nous en France. Par contre, je suis pour qu'on discute avec le plus grand pays du monde, qui a la civilisation la plus ancienne. Et moi, je suis fasciné par leur histoire et leur civilisation. C'est les plus proches de nous, les Chinois. Il n'y a qu'avec des Chinois qu'on peut discuter pendant un repas entier de ce qu'on a mangé la veille, de ce qu'on va manger demain, de ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. Et parler de musique et d'art, parce que ces gens sont très raffinés. C'est quoi la question ? C'est la question, c'est comment allez-vous... ils sont plus capitalistes que nous, les Français. Alors Ça, j'en sais rien. Oui. Quel modèle économique voulez-vous, quoi? Non, moi le modèle économique, vous l'avez esquissé, oui, plus oui. qu'esquissé. Moi, oui, je vous ai. Bon, je vais le résumer. Vous l'avez écrit là. Je crois qu'il faut que vous me compreniez bien. Je suis pour une économie mixte, dans laquelle il y a un secteur social puissant, qui est aussi bien coopératif que d'État sur les questions fondamentales. Je ne suis pas pour que l'on brade l'indépendance nationale de la France. Le contraire, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la vente d'Alstom à General Electric. Je n'ai jamais été d'accord avec le fait qu'on brade Alcatel-Lucent. Je ne suis pas d'accord pour que l'on ait nommé à la tête du secteur recherche d'Airbus un Américain qui a travaillé avec le secteur de la défense aux États-Unis d'Amérique. Et je suis donc pour l'indépendance. Et pourquoi l'indépendance? Mais écoutez, mes amis, c'est pas pour dire cocorico, on est les plus forts, mais c'est pour rester maître de nous-mêmes, de nos décisions, de nos volontés. Bon, si vous voulez avoir... Les gens disent l'industrie française recule. Bah d'accord, faut pas la vendre. C'est peut-être le début pour commencer. Alors, vous m'avez compris, l'économie mixte et le protectionnisme solidaire. Alors, quand j'ai dit protectionnisme solidaire, alors là, aussitôt, tous les libéraux, ça veut rien dire, c'est deux mots collés l'un à l'autre. Eh bien, vous allez qu'aller voir dans le cinéma, vous allez comprendre ce que c'est que le protectionnisme solidaire. On protège la production en France, et tout le monde en profite, parce que les films sont regardés par tout le monde. Alors, j'ai un auditeur qui dit, moi j'écoute Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de propositions, il est en campagne et tout, mais il est payé par l'Europe. Quand est-ce qu'il est à Strasbourg ou à Bruxelles Eh ben, chaque fois qu'il faut. Et je sais que je fais l'objet d'une espèce de... Vous savez, en ce moment, ça marche beaucoup, les rumeurs, les faux comptes. Par exemple, moi, tous les 15 jours, il y a un faux compte Mélenchon sur Facebook qui raconte n'importe quoi, qui écrit aux gens. Bon. Ensuite, il y a eu des rumeurs. J'avais une montre Rolex. Et puis, il paraît que c'était France Info qui l'avait dit. Donc, France Info a dû se débrouiller à démentir. Combien de fois? Il y a des gens, il y a plein de rumeurs. Et j'ai été attrapé un jour par deux absentéistes notoires sur le fait que je n'allais pas assez. Et depuis, ça se répète sans aucune imagination et sans aucune vérification. Écoutez-moi bien, les petits. Toutes mes absences, vous m'entendez, toutes, sans exception, sont justifiées sur mon blog. Quand je n'y suis pas, j'explique pourquoi. 9 fois sur 10, c'est parce que je suis dans une manif, parce que je suis en audition, etc. Écoutez-moi, un député, j'ai pas été élu fonctionnaire du Parlement européen. J'ai été élu représentant du peuple français. Du peuple français, tout entier. Donc je participe à ses luttes. Je suis impliqué avec lui. Je suis l'un des rares qui explique tous ses votes. Je suis tellement bête que comme j'explique tout, quand je me trompe, je rectifie. Après on dit « il a rectifié, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut ». Écoutez, maintenant, apprenez à respecter les gens. Je passe ma vie au travail. Le travail et le travail politique remplit mon existence à... Je n'ai ni soirée, ni week-end les 3/4 du temps. Je ne me plains pas. Mais je vous demande de me respecter. Respectez l'effort que je fournis. Le respect que j'ai fait à la parole donnée. Voilà. Après que vous ne m'aimiez pas, bon, après tout, c'est la vie, on est en démocratie, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai vu l'autre jour, on me dit, 59% des gens ont une mauvaise opinion de lui. Ben, je comprends que les gens de droite aient une mauvaise opinion de moi, les libéraux aient une mauvaise opinion de moi. Moi, je suis content. 40% ont une bonne opinion de moi. 58%
des sympathisants de gauche m'aiment bien, mais ça me suffit. La démocratie, c'est ça, on s'accepte les uns les autres. Alors justement, la démocratie, on va prendre Kevin, qui est professeur des écoles en Loire-Atlantique, qui a une question pour vous. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour Monsieur instituteur. Bonjour, j'aime bien instituteur. Ah bah oui, ça je le crois, moi aussi. Tous, on aime ce mot. Hein. Oui. Professeur des écoles, ça fait un peu rédoche là. Tandis que l'instituteur, tout le monde a son instit dans la vie. C'est peut-être vous l'instit de la vie de beaucoup des élèves que vous allez avoir en face de vous, rude tâche. Alors, quelle classe vous enseignez? J'ai RD CM2 là cette année. Bon, CM2, on a déjà fait la division là, on sait tout. Ah bah oui, là on va passer à la 6e. On va passer à la 6e. Oui, on va passer à la 6e. Moi, c'est ceux du CP et de la maternelle qui me clouent parce que je sais pas comment ils font. Allez-y, Kevin. Enlevez la Allez, parole. j'y vais. Donc, je voulais vous interpeller sur la constitution de l'Assemblée constituante, justement, pour la 6e République. Donc, je vous rejoins là-dessus. Ma question, c'est de qui sera-t-elle constituée? D'élus, de citoyens tirés au sort, ou pourquoi pas des deux? Alors, justement, déjà, il y a une chose. De qui ne sera-t-elle pas constituée? De gens qui ont déjà été élus ou qui sont membres du Parlement tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y a une période intermédiaire. Quand on convoque une constituante, on ne lui remet pas tous les pouvoirs. Sinon, elle ne pourrait pas faire la constituante et gérer la patrie à l'ordinaire. Donc, pendant un temps, la 5e République va fonctionner jusqu'à ce que la constitution de la 6e République soit proposée par cette Assemblée et le peuple tranchera par référendum. Bon, il faut avoir un processus respectueux de la participation de tous. Donc, ça prend du temps. Je sais que ça va énerver des gens. Bon, par exemple, sur ce point, je me distingue de mon ami Monsieur Montebourg, parce que lui dit, je veux organiser un référendum quand j'arrive, et il a fait des propositions. Votre ami... Mais bien sûr. Ah bon. Non, mais j'ai quand même des amis. On peut être en désaccord et avoir des amis. Non, mais je je vous dis ça comme ça pour vous taquiner. Oui, je vois que vous voulez me taquiner, Monsieur Bourdin. Mais moi aussi, je vous taquine. On a des amis des fois qui sont pas de votre avis. Ça m'arrive. Moi, j'ai des amis qui votent à droite. Faut pas croire. Et Front National, vous avez des amis qui votent Front National? Non, j'en ai pas. Je crois qu'on n'arriverait pas à se supporter parce on serait trop éloignés, ça pourrirait vraiment beaucoup les discussions. Mais dans la vie, il y a l'être humain. D'abord, Monsieur Bourdin, vous savez. Il y a des électeurs Front National qui ne sont pas racistes et qui ne sont pas, mais je le sais. Bon, beaucoup. Mais je le sais. Vous pourriez être ami avec eux. Mais je pourrais être ami. Peut-être que vous l'êtes sans le savoir. Peut-être, exactement. Moi, je suis d'abord ami avec un ami. Je m'occupe pas de sa religion ou de ses opinions politiques quand on est amis, parce que je connais des gros qui sont vraiment pas supportables, qui sont de mon propre camp, et j'en connais d'autres qui sont tout à fait aimables et magnifiques sur le plan humain, et qui malheureusement votent pas comme moi. Donc c'est pas le sujet. Je termine. Donc premièrement, qu'il y aura pas ceux qui y étaient déjà. Deuxièmement, il faut le temps que ce soit le peuple tout entier. Bourdin m'a interrompu et je voulais dire que ce n'est pas moi qui vais, président de la République, qui vous dit qu'il faut abolir la monarchie, et j'arrive et je vous dis, tenez, voilà ma proposition, à prendre ou à laisser, on vote. Bon, non. Je dis à Montebourg, là, vous faites une erreur, ami. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le peuple, la constituante, c'est magique. C'est le peuple qui se reconstruit en tant que peuple politique, d'accord? Et puis, je termine. Faut-il des élus ou des gens tirés au sort? À cette étape, ma conviction, c'est que, en effet, il en faudrait des deux. Mais beaucoup de mes amis pensent que le tirage au sort est absurde parce qu'il ne permet pas de représenter la contradiction des idées. Or, une assemblée parlementaire, ce n'est pas fait pour abolir la contradiction, mais au contraire pour la gérer. Donc il faut qu'elle puisse se manifester. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je puisse être candidat à l'élection présidentielle et que j'ai mes parrainages. Parce que si vous croyez qu'en m'empêchant d'arriver là, vous allez vous débarrasser des gens qui pensent comme moi, là, eh bien vous vous trompez. Mais ça vous coûtera cher si jamais vous m'éliminez de cette manière-là. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin. Et maintenant, vous venez me voir sur JLM 2017, le site que j'ai mis au point et qui me coûte tant d'efforts et d'énergie. Bien. Et comment financez-vous d'ailleurs votre... J'ai un secret, j'ai un trésor secret, monsieur. Et comment financez-vous des milliers de gens qui donnent des sous, des fois des sous. Non, mais c'est vrai. Mais tiens, comment voulez-vous que je fasse? Je peux pas faire autrement. J'ai pas un rond qui vient d'une banque, moi. Donc là, on a ramassé, on ramasse, et je dis aux gens, maintenant vous allez... Écoutez, donnez-moi des sous chaque mois, c'est pas difficile, allez sur le site, c'est marqué. Vous pouvez me donner même 1 euro. Si vous le faites à 100 000, ça me fait 100 000 de sur tous les mois. Vous savez, comme Monsieur Bourdin, arrêtez de sourire comme ça. Mais non, mais je souris parce que je vous écoute, mais je... Écoutez, vous savez le meeting que j'ai fait à Stalingrad, oui. Vous voulez que je vous dise le prix de l'état d'urgence, là, les gens, pour que vous entendiez? On m'a dit, il faut fouiller les gens. J'ai dit, ok, on va fouiller. Non, on m'a dit une boîte spécialisée, 20 000 euros. Après, on m'a dit, les gens qui sont là, il faut
faut bien les garder là. Double barriérage, total 35 000 € à la sortie. Voilà ce que ça nous coûte. Et si je dis non et que je veux pas le faire, je peux pas faire le meeting. La démocratie coûte de plus en plus cher. Ça ressemble de plus en plus à un exercice, comme on disait, censitaire. Hein, les riches s'entendent entre eux et les autres, vous venez applaudir en cadence et mettre vos bulletins de vote si vraiment vous en avez envie. Alors les pauvres, sortez de chez vous. Si vous voulez qu'ils dégagent tous, il faut tous voter. Merci Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce matin.